Bonjour à tous, c'est Axel de l'univers des séries. Donc, je suis en compagnie de Jérémy et de Hakim. Donc, nous sommes avec notre invité spécial, Fabien Fournier de la web série Noob. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Ça va, bonjour à tous. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter et introduire la série Noob? Alors, la série Noob, c'est un petit peu parti d'un délire entre potes. À la base, c'est une web série sur le thème donc des MMORPG, des jeux vidéo en ligne. Et donc, en fait, c'est la première série live à explorer le contenu in-game, donc avec les curseurs, les points de vie, etc., en live, en fait, sur Internet. C'est le successeur de Lost Levels, on va dire l'ancêtre de Noob qui se passait déjà dans une série, dans un MMORPG, Mhm. avait commencé en 2002. Donc c'est vrai qu'on est un peu des vieux briscards sur ce thème. Et puis Noob a évolué dans une licence cross-média avec la bande dessinée, les romans et bientôt les jeux vidéo. D'accord, donc avant de te lancer dans la web série Noob, tu connaissais déjà les séries Lost Levels et Serial. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Bien sûr, alors en fait, dans l'ordre chronologique, on avait commencé avec une série qui s'appelait Final Quest, en fait. C'était une trilogie qui parodiait les jeux vidéo, les mangas, etc. Et puis on a créé notre premier univers, on va dire, qui nous était propre, qui était Lost Levels en 2002, où là, j'avais envie de mélanger les genres. Donc j'avais utilisé le prétexte des jeux vidéo pour me dire, ben voilà, je peux faire du médiéval avec la science-fiction, avec des complots dans un monde contemporain, etc. J'avais pas envie de recommencer un nouveau projet à chaque fois que je voulais aborder un nouveau thème. Donc j'ai voulu faire un gros melting pot. Et c'est là que Lost Levels est né. Et comme le thème du jeu vidéo me permettait de mélanger tout ça, mais que c'était dommage, on va dire, d'avoir des héros confrontés à des PNJ, donc contrôlés par l'ordinateur, on a mis la dimension online, de manière à ce qu'il y ait plein d'humains dans ce monde un peu bizarre. Et alors à l'époque, on nous avait dit, ah, ça ressemble à Axine et Avalon, mais non, c'est né juste avant, en fait, ces deux univers-là. On pourrait comparer un petit peu à Tron, à l'époque, qui était le précurseur des mondes virtuels dans lequel le personnage est plongé. Et puis ensuite, Serial est arrivé entre la saison 1 de Lost Levels et la saison 2. En fait, à l'époque, on pensait qu'on allait arrêter à l'épisode 4 Lost Levels. Et moi, j'avais d'autres trucs à raconter, mais plutôt dans la partie fantasy. Donc, je suis parti sur un autre projet. Et puis après, Serial est un film unique où c'est vraiment de la fantaisie pure et dure, mais avec des moyens amateurs, hein, comme toutes nos prods. Et Mhm. puis après, on a embrayé sur les saisons 2 et 3 de Lost Levels. Et Noop, c'est un petit peu un reboot qui mélange justement Lost Levels et le background de Serial. Donc c'est un petit peu la fusion des deux, mais revu et corrigé dans un contexte tout nouveau, avec un nouveau format qui est celui des web-séries, voilà, avec le système des shortcoms. Ah ouais, donc c'est vraiment un parallélisme entre le monde virtuel et le monde réel en fait. C'est ça. En fait, on avait fait toutes les erreurs possibles et imaginables, on va dire, de débutants dans Lost Levels et Serial. Et quand on est arrivé à la fin, on s'est dit, bon, bah, les gars, on fait quoi maintenant qu'on commence un peu à maîtriser les outils, qu'on a des caméras un peu plus sympas, des logiciels un peu plus performants, est-ce qu'on part sur autre chose ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire sur le monde des MMORPG? Parce qu'entre-temps, World of Warcraft était sorti, on avait tous joué, on avait plein de choses rigolotes à dire dessus. Et c'est là on s'est dit, bon, bah, on va faire un reboot. On va partir de zéro, on va revoir totalement notre copie et on va améliorer tout ça. Et c'est là que nous, justement, a été créé. Ah bah ok. Ben, je vais laisser la parole à Hakim pour la question suivante. Salut Sakim, j'ai une question. Pourquoi les MMORPG? Alors, en fait, donc les MMORPG, c'est pour deux raisons. Donc, il y a ce que je disais tout à l'heure à propos du fait qu'on voulait un petit peu justifier la dimension, enfin le mélange des genres. Et puis aussi parce que donc on a créé ce thème-là en fait en 2002 et World of Warcraft est arrivé en 2004 aux États-Unis et 2005 en Europe. Et alors moi, à la base, je suis un grand, grand fan de RPG tout court, en fait, hein. Donc les Zelda, les Secret of Mana, Final Fantasy VII, voilà. Et Zelda 3, c'est vraiment mon panthéon des jeux préférés. Et puis avec World of Warcraft, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est quand même très différent. Il y a un autre plaisir de jeu. Avec les copains sur Internet, tous les soirs, on était sur Skype. On a vécu des trucs assez rigolos. Et on s'est dit, mais vraiment, il y a de quoi raconter tout un tas de trucs. Et c'est un petit peu un mélange justement entre le thème que j'aime beaucoup, qui est le RPG, sa dimension online qui est très sympa pour moi, et justement le fait qu'on ait commencé à faire des MMO. Et on s'est dit, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme il n'y avait pas trop de contenu là-dessus à l'époque, c'est-à-dire que oui, on a des bandes dessinées World of Warcraft, mais il n'y a pas la dimension MMORPG dedans. C'est-à-dire que quand on lit la BD Warcraft, c'est le roi de Hurlevent, c'est son histoire, c'est plus de la fantaisie, mais il n'y a pas les points de vie, quand il meurt, il va pas au cimetière, etc. Donc on s'est dit, il y a vraiment un concept intéressant
Et voilà, il y a tout un tas de facteurs, toute une alchimie qui fait qu'on en est arrivé là, en mélangeant à la fois notre thème de prédilection et notre vécu sur World of Warcraft et d'autres MMO d'ailleurs. Et sinon, en dehors d'Horizon, est-ce que tu comptes introduire un autre MMORPG à la série? On a eu rapidement, en fait, en dehors d'Horizon, on a fait le petit clin d'œil au monde de Rune of Magic le temps d'un petit OAV, un épisode hors saison. Mais en fait, sinon, il y en aura un autre d'ailleurs de clin d'œil. On devrait faire un petit clin d'œil un peu FPS, donc un peu un autre genre, mais voir les noobs un jour sur un FPS pour rigoler. Mais sinon, c'est vraiment Horizon qu'on va étoffer parce que c'est tellement, tellement de travail de créer un univers, écrire son encyclopédie, etc., que j'ai peur que si jamais je faisais d'autres MMO dans la série, on s'y perdrait en fait. Donc je préfère travailler à fond un MMO, qui est donc Horizon à l'époque 1.0, qui a été créé pour l'occasion plutôt que d'en faire plusieurs pour des soucis pratiques et de clarté. D'accord. Salut Fabien, c'est Jérémy. Salut. Du coup, j'aimerais te poser une question sur la chaîne No Life. La diffusion de la série sur cette chaîne elle t'a apporté une plus grande visibilité. Et est-ce que tu pourrais nous parler de la relation entre la série et la chaîne et les éventuels partenariats entre les deux? Bien sûr. Alors, pour faire un petit rappel avec la chaîne No Life, pour l'anecdote, à l'époque, donc le créateur de la chaîne No Life, qui est Alex Pilote, et son compère Sébastien Rocher, ils sont issus du monde du film amateur. Donc, en fait, on s'était croisés avant même qu'ils fassent No Life, et donc on se croisait sur les Mhm. festivals. Ils avaient créé Bitoman, Bitoman qui est la série qui nous a donné envie de nous lancer dans le film amateur. Après, ils ont fait France 5. Et en fait, ils connaissaient un petit peu nos travaux. On n'avait jamais bossé ensemble, mais quand on leur a proposé de faire Noop, ils savaient qu'on allait au bout de nos projets. Donc on risquait pas, malgré le fait qu'on est amateur, de les laisser en plan au bout de 3 4 épisodes. Ils auraient été bien embêtés parce que No Life, certes, ça a été fait avec des petits moyens. Ça a une approche quand même professionnelle en termes de qualité et de contenu. Et donc, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné notre chance. Et c'est grâce à Rudy Pomared qui fait la Flanders Company qui nous a mis en relation parce qu'Alex était assez difficile à joindre. Et alors, en fait, on n'est pas payé sur nos lives. En fait, il n'y a pas une relation financière qui s'est installée. Nous, on est allé les voir, on leur a dit, écoutez, si on vous propose du contenu, eux, ils en avaient besoin, et c'était un thème où ils avaient un besoin justement, c'était le thème des MMO. Ils n'avaient pas d'émission là-dessus ni rien. Donc ils ont dit, bah, votre thème nous intéresse parce qu'on a un public qui joue aux jeux vidéo en ligne, qui regarde notre chaîne. On n'a pas grand-chose à leur proposer pour l'instant. Nous, on l'aurait fait de toute façon, no life ou pas no life. Donc on s'est dit, on n'a pas besoin d'argent. Nous, c'est limite, vous nous faites un énorme cadeau de nous diffuser, puisque ça a été un accélérateur monstrueux. Il y avait qu'à voir Nerds à l'époque, avec des files d'attente monumentales devant les Fnac, puis après il y a eu la Flanders. Nous, on a été assez stressés parce qu'on s'est dit, et si jamais on faisait un flop, on était des gros nuls de la chaîne et on se faisait virer au bout de deux. Donc on n'était pas super rassurés. Et puis petit à petit, bon, bah, c'est monté, et ça nous a fait assez plaisir de voir que les gens étaient réceptifs. On a été content de voir que bah, la confiance que la chaîne nous a donnée, on a pu un peu leur rendre justement en proposant quelque chose bah, de qualité pour du travail amateur. On s'est pas moqué d'eux, on a fait ça sur la durée, on a respecté nos délais, sauf les fois où il pleut, il neige, ou les acteurs sont à moitié morts qu'on peut pas tourner, mais ça, ce sont des aléas de l'amateurisme. Ouais, c'est les exceptions. C'est ça. Et donc, en fait, voilà, les relations avec No Life, c'est vraiment avant tout un échange de bons procédés. Nous, on est passionnés, on adore faire justement les films amateurs. Eux, c'est des passionnés aussi. On propose du contenu, on apprécie beaucoup leurs travaux. Et puis, ça nous a permis de rencontrer plein de monde parce qu'on a eu Marcus dans un épisode de la saison 3, si je ne me trompe pas. On a eu pas mal de monde. On va avoir Nullbuck là dans la saison 4. Donc, on a vraiment pu faire des rencontres intéressantes de gens passionnés. Donc, No Life, c'est une sorte de point où plein de groupes passionnés convergent. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'argent pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de. Comme je dis tout le temps à Alex, si jamais il y a de l'argent qui rentre, il faut d'abord payer les gens qui se lèvent tous les matins pour faire marcher la chaîne. Nous, voilà, grâce à la chaîne, on a pu développer un modèle économique parallèle. C'est-à-dire que par exemple, quand un fan achète un t-shirt, un truc comme ça, il n'est pas obligé de le faire, mais s'il le fait, il aide la série. Et du coup, grâce à ça, on peut améliorer le contenu. Donc voilà, c'est vraiment une relation très saine qu'on a avec No Life, qui est basée sur la passion et l'échange de bons procédés. D'accord. Et au niveau de la série, comme c'est sûrement un échange d'idées au fur et à mesure de sa création, est-ce que tu pourrais nous dire si, sans l'intervention d'une personne en particulier, elle aurait été différente et si tu as une anecdote à raconter? Alors, au niveau de la web série, il y a une personne qui intervient énormément à mes côtés, c'est Gaïa.
en fait. Mhm. Donc, dans la vraie vie, nous sommes ensemble, en fait. Ce qui se passe, c'est que je discute beaucoup avec elle. Donc, ce que je fais, c'est que, en général, bon, je lance la trame. Je dis à Anne-Laure, voilà, ça va se passer comme ça cette saison. Et puis, hop, d'un seul coup, elle fait, ah, mais ça serait marrant de faire ça, et puis de faire ça. Puis je fais, ah oui, mais c'est une bonne idée, etc. Donc, ça me permet de confronter mes idées et d'avoir les siennes qui arrivent. Et ça nous permet vraiment d'avoir une évolution de la série. Et puis, comme elle est encore pire en vrai que dans la série, quand elle veut pas un truc, il vaut mieux l'écouter, quoi. Donc, D'accord. voilà, sans elle, la série ne serait pas la même. Vraiment, elle a une énorme influence. Et puis après, ben, chaque acteur, sur son propre personnage, apporte énormément. C'est-à-dire que moi, je fais de la direction artistique. Je dis, alors voilà, toi, t'es plutôt comme ça, t'es plutôt macho, là, t'es énervé, donc il faudrait que tu fasses ça plutôt comme ça. Mais après, par exemple, au Gazelle, son accent, c'est lui qui l'a apporté, puisqu'il a vraiment l'accent. Et ça c'est vraiment une composante du personnage qui est énorme. Sparadrap aussi a beaucoup travaillé son personnage. Le pauvre est de plus en plus débile d'épisode en épisode, mais voilà, ça fait partie des apports de chaque acteur. Ivy aussi a apporté énormément d'expressions, no stress, cool Raoul, machin, les expressions un peu ringardos et kitschos, comme ça, c'est elle qui a eu l'idée. Donc chaque acteur apporte des éléments en plus donc de la trame que j'apporte et des textes que j'écris. Des fois, ils s'accaparent les éléments. Donc il y a vraiment une synergie et chacun apporte un petit élément à la série ce qui apporte toute cette mixité, cette richesse. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le projet de nouvelles web-séries, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Est-ce que, grâce à ton expérience, tu pourrais leur donner des conseils afin qu'ils puissent mener à bien leur projet? Alors, au niveau des conseils, le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut surtout ne pas se lancer dans un projet trop ambitieux. C'est-à-dire que quand on commence, on a tendance à se dire, ouais, je vais faire un truc de malade, je vais faire 28 saisons, je vais faire des épisodes de 35 minutes, et puis il va y avoir le Mordor qui va attaquer, etc., avec des armées entières. Donc on a tendance à s'emporter un petit peu, et après on se retrouve confronté à une difficulté monstrueuse, et vu qu'on commence, ben, on n'arrive pas vraiment à surmonter les bugs, puisqu'ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est amateur, rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire qu'on va écrire le truc, mais il y aura toujours un acteur qui ne peut pas venir, il y aura toujours bah, il y aura du vent, par exemple, où il va se mettre à pleuvoir, où l'ordinateur va tomber en panne, etc. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce qui arrive actuellement. J'ai l'ordinateur qui me permet de monter les épisodes qui a cramé il y a 2 jours. Euh, Oh, donc Ah, voilà, punaise. on est en plein dedans. Et donc, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas prévoir un projet trop ambitieux. Commencer petit, et puis grandir au fur et à mesure qu'on prend du level, donc de l'expérience. Le deuxième conseil, c'est d'être malléable, de vraiment être souple. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, parce que certaines personnes vont se dire, bon ben voilà, j'ai écrit le script, limite j'ai écrit toute ma saison, c'est comme ça et pas autrement. Donc du coup, la personne, elle se met une pression en se disant, ben, si jamais elle veut respecter son script du début à la fin, alors qu'elle ne sait absolument pas si ses acteurs seront disponibles, parce que voilà, ce sont des gens bénévoles qui vont sûrement venir soit le samedi, soit le dimanche. La météo, on n'est pas sûr. Donc si jamais, par exemple, on a 5 acteurs qui sont là, mais que le sixième a eu un problème qui ne peut pas venir, moi, ma politique, c'est de me dire, OK, ben, je m'adapte, il n'y a pas de problème, toi, tu vas reprendre les répliques, je les reformule, etc. On va adapter ça comme ça, et instantanément, je refais l'épisode dans ma tête, et c'est moi qui vais prendre le dessus sur le script et expliquer aux acteurs comment va être l'épisode. Et comme ça permet de réfléchir et de se surprendre soi-même, ben, généralement, la série surprend les gens, puisque les gens ne s'y attendaient pas, évidemment, puisque c'était pas prévu. Donc du coup, il faut réfléchir, et du coup, en se causant les méninges, on trouve des idées parfois qu'on n'aurait pas trouvées si jamais on avait pu avoir les choses telles quelles. ah Et oui. le dernier conseil, c'est que quand on a une équipe, essayez de ne pas attendre trop longtemps avant de montrer le résultat fini. C'est-à-dire que si jamais les gens viennent tourner sur leur temps libre et qu'ils attendent 1 an avant de voir le résultat de l'épisode, ils vont se lasser. Ils vont plus venir parce qu'ils vont se dire, bon, bah, j'ai l'impression de perdre mon temps. Puisqu'évidemment, je viens, je claque une après-midi entière, alors oui, je m'amuse bien, mais si jamais les gens ne voient pas le résultat, ils n'ont pas ce réflexe de se dire, ah là là, je joue comme ça, il faudrait que je m'améliore, ah c'est génial, mais alors du coup, l'épisode suivant, on pourrait faire ça, puis un cliffhanger, etc. Et j'ai même, en fait, le conseil le plus important, j'allais l'oublier celui-là, c'est d'avoir une personne qui décide à la fin. Parce que si jamais tout le monde décide, c'est des débats interminables, c'est des compromis sur compromis, ça ressemble plus à rien à la fin. Il faut vraiment avoir 1 ou 2 personnes qui vont dire, bon ben voilà, j'écoute tout le monde, c'est pas une dictature, mais il faut que quelqu'un puisse dire, voilà, bon maintenant on arrête le débat, je prends tout ce que vous m'avez donné, je compose justement un élément, quitte ensuite à montrer et voir si les gens sont d'accord ou pas d'accord et affiner, hein, on peut toujours faire du travail constructif, mais surtout ne pas avoir chacun qui peut décider à la fin, parce que si jamais il n'y a pas une personne
qui va prendre les devants et décider. Généralement, c'est la personne qui sait faire les effets spéciaux, monter les tout, puisque c'est elle qui a les compétences justement pour faire avancer Schmilblick. Mhm. Donc voilà, c'est les 4 petits ingrédients que je mettrai dans ma petite boîte à conseils qui nous a permis d'arriver jusque-là, c'est-à-dire de fêter nos 11 ans de film amateur en juillet dernier.